La la lé lé, yeah la 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 lé lé. La la lé lé, yeah la la. La la lé lé, yeah la 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 lé lé. L'Europe conserve la mémoire de l'Andalousie musulmane, mais elle oublie que l'islam a aussi rayonné plus de 4 siècles en Sicile. Les musulmans ont marqué la culture locale, édifié des trésors d'architecture, contribué à l'essor de l'agriculture et de la science. Durant la période médiévale, où les géographes représentaient les pôles nord et sud de façon inversée, le plus célèbre d'entre eux, Al-Idrissi, a réalisé son œuvre majeure en Sicile. Un grand planisphère en argent et un livre de commentaires synthétisant le savoir cartographique de l'époque. À l'époque où Guillaume devient roi d'Angleterre, les Normands s'imposent également dans une autre région où leur héritage culturel finira par égaler celui des Romains ou des Grecs. Mais leur conquête de l'Italie du Sud est beaucoup moins célèbre. Cette conquête a pourtant profondément changé la vie de millions de personnes et influencé l'histoire de l'Europe tout entière. Au début du deuxième millénaire, le sud de l'Italie est un carrefour où se mêlent diverses cultures. C'est le point de rencontre des civilisations grecques et romaines, de l'Est byzantin et de l'Ouest catholique, du Nord européen et du Sud arabe. Depuis le 7e siècle, l'Arabie est le berceau d'origine d'une force religieuse qui remet en question l'hégémonie du christianisme. Les révélations du prophète Mahomet conquièrent peu à peu l'esprit et le cœur du monde arabe. L'une après l'autre, les grandes villes chrétiennes de la région sont converties à l'islam. Tandis que l'Église chrétienne tergiverse à l'infini sur la véritable nature du Christ, l'islam étend lentement son territoire. Bientôt, la ville sainte de Jérusalem tombe entre les mains des musulmans. Plus tard, ils y bâtiront le dôme du rocher, ultime affront fait aux Juifs et aux chrétiens. Ces murs se sont ornés d'aucune image d'Allah ni de son prophète Mahomet. Mais l'édifice est des plus somptueux. Il faudra bien qu'un jour, la papauté entreprenne d'affronter les fidèles de Mahomet avec l'aide de ses nouveaux alliés, les Normands. Deux pouvoirs se disputent la domination de l'Occident. L'empereur du Saint-Empire romain germanique et le pape de Rome. L'empereur Frédéric Ier Barberousse a consolidé et étendu un grand empire. Son fils, Éric VI Hohenstaufen, se marie à Constance, héritière de Roger II, roi de Sicile, terre de synthèse normande et arabe, créant ainsi une tenaille qui menace le pouvoir de l'Église de Rome. Et dans ces thermes de Cefaladiana, on voit clairement des trous dans le plafond qui permettaient à la vapeur d'eau de sortir. Sous domination normande, la population sicilienne est encore constituée de 60% de musulmans. Comme la quasi-totalité de leurs sujets, les rois normands parlent arabe. Grand admirateur de cette culture, Roger II de Sicile était entouré à sa cour de soldats, de poètes et de scientifiques musulmans. Il a employé des architectes arabes à la construction de ses bâtiments, notamment de la chapelle palatine. Et le manteau royal de son couronnement portait une inscription en arabe avec la date de l'hégire. C'est un système excellent, qui a parfaitement fonctionné et qui a garanti à la Sicile plus d'un siècle de stabilité entre les communautés. C'est une période phare. Il y a quelque chose que l'on voit dans tous les palais durant cette période normande.
Ce sont des inscriptions en arabe koufique qui parcourent les frises en haut des murs et qui sont des éloges adressés au roi. À l'entrée de la chapelle palatine, au palais royal, une inscription sur le piédestal d'une clepsydre, une horloge à eau, souhaite au roi, en arabe, en grec et en latin, de vivre pour l'éternité, parce que sa prévoyance, sa bonne gouvernance en font quelqu'un de reconnu, aussi bien par les Normands que par les musulmans eux-mêmes et par les Juifs. Autre fait remarquable, nous avons la mémoire écrite d'un tremblement de terre. Et dans le palais royal, c'est la panique. Les gens sont épouvantés. Et la réaction des musulmans, les domestiques du roi normand, est immédiatement de s'agenouiller pour la prière. Et bien sûr, ils prient Allah. Le roi sort de ses appartements et il trouve ses domestiques au sol qui, naturellement, se lèvent, par respect pour lui. Le roi dit alors, « Non, je vous en prie, continuez d'invoquer Dieu. Ce n'est pas un problème que vous priez. Nous implorons le même Dieu. Priez donc. » À Palerme, la mosquée côtoie la synagogue. De nombreux chrétiens s'habillent à l'orientale, et l'arabe est encore leur langue maternelle. Comme dans les palais d'Orient, la résidence d'été du roi normand, la Ziza, est rafraîchie par les fontaines et de petits canaux. La monnaie des rois normands est toujours frappée en arabe et est datée d'après l'hégire. Les registres de la cour royale sont rédigés en arabe. Le droit normand s'inspire largement de la loi islamique, et l'élite de l'administration est pour l'essentiel composée de musulmans. La cathédrale de Palerme verra le jour au XIIe siècle sur l'emplacement de la grande mosquée du Vendredi, fondée 3 siècles plus tôt. À l'entrée, un cartouche en arabe rappelle la coexistence pacifique des 3 religions monothéistes. Mais sous la pression de l'expansion de l'Église de Rome, le roi Frédéric II met brutalement fin à cette période fructueuse en expulsant les musulmans au début du XIIIe siècle. Questo allontanamento degli arabi anche dalle varie cariche, perché gran parte delle cariche pubbliche, anche sotto i... Sous les rois normands, une grande partie des responsabilités publiques était assurée par des musulmans. On ne faisait pas de distinction. Mais ensuite, on assiste progressivement à ce que l'on appelle la chasse à l'arabe. La tentative de se débarrasser des Arabes, une situation qui culmine avec Frédéric II. Ci troviamo in un angolo del golfo di Castellammare. Nous nous trouvons à un angle du golfe de Castellammare. Et tout ce que l'on voit autour de nous évoque le souvenir de l'époque arabo-musulmane en Sicile. Les montagnes che ho di fronte a me erano sede. Les montagnes qui se trouvent en face de moi abritaient des cités aujourd'hui détruites comme Tunisie, une des places fortes de la résistance arabe. Il existe une nouvelle ville de Tunisie qui a été créée à un autre endroit. Tunisie a été détruite à l'époque de Frédéric II. À partir du XIIIe siècle, l'Église n'aura de cesse d'éliminer les traces de la présence musulmane en Sicile et de gommer toutes les références à une coexistence pacifique et féconde entre religions. Peu à peu, la mémoire de cette période sera éclipsée et réécrite à la seule gloire d'un christianisme tout-puissant. Il faut également ajouter un autre élément culturel que l'on voit souvent à Palerme, le théâtre de marionnettes. Parce que le théâtre de marionnettes n'est rien d'autre que le pendant de ce que les Français appellent la chanson de geste, qui est la chanson de guerre. Génération après génération, nous donnons à voir des chevaliers chrétiens triomphants, loyaux, pleins de morale et d'ardeur sacrée, faisant face à des musulmans qui sont systématiquement vaincus, qui sont toujours montrés comme ils n'ont jamais été en réalité.
dans le sud de l'Italie, ce sont des chevaliers et des mercenaires normands qui s'immiscent dans les conflits politiques locaux, opposant le pouvoir impérial à la papauté. Il faut aussi prendre en compte l'influence du pape, la présence des Byzantins et des Lombards dans le sud de l'Italie, et les conflits entre les différents chefs musulmans en Sicile. L'Italie est alors un véritable patchwork politique. Le pied et le talon de la botte sont aux mains de l'Église byzantine orientale. Le pape règne sur le centre du pays. Quant à la Sicile, elle est sous domination musulmane, tandis que le reste du territoire italien est soumis à d'incessantes querelles. Mais la situation est sur le point de changer. Roger est le frère de Robert Guiscard. Il a pu se montrer cruel dans le passé, mais il fait preuve désormais de toute la diplomatie nécessaire à un homme d'État. Allant à l'encontre des habitudes des conquérants normands, il se montre extrêmement généreux envers les Arabes qui capitulent devant lui. Roger a fait un travail remarquable parce qu'il s'est vite aperçu que les Normands étaient largement minoritaires. La Sicile, telle qu'il l'a conquise, était essentiellement composée de Grecs et d'Arabes. La seule chance qu'il avait de s'imposer était donc de s'allier avec ces peuples. Jamais il n'a été question de les dominer, car les Normands étaient trop peu nombreux. Roger avait une vision extraordinaire de l'avenir, surtout pour un homme du XIe siècle. D'après lui, trois peuples qui avaient des langages et des religions différentes pouvaient tout à fait collaborer pour développer les richesses de cette petite île fabuleuse. Les Arabes et les Grecs de Palerme échappent ainsi aux sanglantes campagnes de terreur subies par d'autres régions du bassin méditerranéen. Fervents catholiques, Roger et Robert Guiscard tolèrent ouvertement les autres religions. Une indulgence que le pape ne saurait approuver, car elle va à l'encontre de son projet de reconquête. Roger fait malgré tout le serment qu'en Sicile, la population vénérera le Christ comme bon lui semblera. De même, les Arabes pourront prier Allah comme ils le souhaitent. Une telle liberté de religion est absolument unique en son genre dans tout le monde médiéval. Frédéric passe une enfance quasi anonyme sur l'île de Sicile, croisement obligé des routes de la mer Méditerranée et lieu de rencontre des peuples, des cultures et des religions. Que représente la Sicile au début du XIIIe siècle? C'est une région où les cultures, les civilisations de l'époque se rencontrent. La Sicile, ainsi que tout le sud de l'Italie, est le lieu dans lequel on trouve l'Occident latino-germanique et le monde islamique et byzantin. C'est donc le lieu idéal pour la multiculturalité, pour la rencontre entre diverses cultures. Mais ce lieu de rencontre des cultures, la Sicile l'était déjà en d'autres temps, au moins depuis les débuts de l'époque normande. À la fin du XIe siècle, les Normands, qui venaient de Normandie, conquirent la Sicile. Ils la relièrent de manière plus directe à l'Occident, mais ils continuèrent à porter un grand intérêt au monde islamique et au monde byzantin. Les collaborateurs les plus proches des souverains normands, les fonctionnaires des administrations royales, étaient des musulmans ou des Grecs qui donnèrent une atmosphère multiculturelle à la cour des rois normands. Des tuteurs allemands, ainsi que des tuteurs désignés par le pape, interviennent dans la formation de Frédéric. Il est probable qu'il reçut aussi une formation d'origine arabe.
Pour apprendre l'arabe, vous pouviez vous rendre à Cordoue ou à Palerme. Mais si vous vouliez apprendre les deux langues, vous alliez à Palerme. La ville est ainsi devenue la capitale à la fois commerciale et culturelle de l'Europe. Tandis que le reste de la chrétienté s'enferme dans la lutte contre les infidèles, Roger embrasse les différentes religions de son royaume. Un jour, pendant un tremblement de terre, il découvre ses concubines et ses pages en train de prier Allah. Il déclare alors « Que chacun d'entre vous prie le Dieu qu'il souhaite, car celui qui a foi dans son Dieu connaîtra la paix dans son cœur. » Il va même au-delà de la simple tolérance. Musulmans et chrétiens cohabitent au sein même de la cour royale. De nombreux membres du gouvernement et de l'administration sont musulmans, ainsi que beaucoup d'intellectuels. On peut citer l'exemple d'Al-Idrisi, un géographe arabe qui travaille à la cour. Il rédige un atlas mondial, dont une large partie est consacrée à la description du royaume de Roger II. Il réalise également un planisphère ainsi qu'une map monde en argent massif. Cela dit, Al-Idrisi n'est pas le seul intellectuel ni le seul érudit musulman à la cour de Roger II, loin de là. De tous les érudits du palais, Al-Idrisi est toutefois celui que Roger admire le plus. Son chef-d'œuvre est l'un des atlas les plus détaillés du monde médiéval. Magnifiquement illustré, il est d'une précision étonnante. Point de rencontre exceptionnel entre trois continents, la Sicile constitue un lieu de travail idéal pour un géographe comme Al-Idrisi. Les savants de la cour royale interrogent tous les voyageurs qui transitent par les ports de Palerme. Ils répertorient avec soin les endroits qu'ils ont visités et les choses qu'ils y ont vues. Pour gouverner, Roger II s'entoure aussi bien d'artistes et de scientifiques que de politiciens et de philosophes. La magnificence de son royaume ne s'explique pas seulement par le talent de ses architectes. Les trois grands peuples de la Méditerranée cohabitent en paix à Palerme. Ils travaillent ensemble dans un contexte de formidable émulation. Cette collaboration est exceptionnelle à une époque où le reste de la Méditerranée est à feu et à sang. Les croisades font rage et la faille se creuse entre l'Église catholique occidentale et l'Église orthodoxe orientale. L'ensemble du bassin méditerranéen est plongé dans le chaos, à l'exception de cette petite île où les peuples cohabitent sans heurts. Cet âge d'or ne durera qu'une 60aine d'années, mais ce sera une période exceptionnelle. La tolérance de Roger II et la bonne entente entre les différents peuples de Sicile font naître une civilisation brillante. Le 26 février 1154, le roi s'éteint paisiblement. Son corps est inhumé dans la cathédrale qu'il a fait construire à Palerme. Il est couronné par le pape à Rome. En accédant au trône, Frédéric II s'engage solennellement à partir en Terre Sainte pour récupérer la ville de Jérusalem. Mais cet engagement est différé à maintes reprises, tandis qu'il essaie de mettre de l'ordre dans le royaume de Sicile. À cet effet, il entreprend des campagnes militaires contre certains nobles pour reprendre le gouvernement et récupérer le trésor royal qu'ils avaient pillé. Il doit aussi affronter un soulèvement de la population arabe. Soumettant ceux qui se sont révoltés, il les transfère dans la ville de Lucera en 1224. La relation entre les Mahométans et le roi se transforme alors en une alliance, tandis que leur nouvelle ville prospère, ville dans laquelle ils peuvent pratiquer librement leur foi. Dans un geste de confiance, Frédéric II transfère à Lucera le trésor de la couronne normande et recrute une garde personnelle sarrasine qui lui sera toujours fidèle.
Frédéric II n'essaya pas d'imposer les mêmes principes partout. Tandis que dans ces territoires germaniques prévalait le mode féodal, en Sicile, il organisa un État centralisé avec un corps juridique et normatif très en avance pour son époque. Les musulmans de Sicile contribueront aussi très largement à la traduction et à la transmission de la culture grecque à l'Occident. La riche histoire de la Sicile musulmane commence en fait en 827, lorsque les premiers d'entre eux venus de Kairouan débarquent à Mazara del Vallo, à l'extrême sud-ouest de l'île. Les musulmans s'installent dans une Sicile qui est byzantine. Et il faut se rappeler de ce qu'est Byzance. Parce que Byzance est à l'époque un empire très puissant, au 6e, 7e et 8e siècle, avec probablement l'une des armées les plus redoutables au monde. Mais chez nous, en Italie méridionale, chez nous, en Sicile, ils se sont surtout installés pour des raisons fiscales. Ils ne sont pas intéressés par le développement de nos terres. Ils veulent juste qu'on leur verse des impôts. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de conquête. Au départ, les musulmans qui arrivent ici n'ont pas l'intention de s'installer. Ils effectuent essentiellement des razzias. Mais comprenant petit à petit qu'il n'y a pas d'hostilité majeure à leur encontre, alors ils s'installent. Malgré le ressentiment de la population locale à l'égard des Byzantins, il faudra 75 ans de durs combats aux musulmans pour devenir maître de la Sicile. Palerme, prise dès 831, devient leur capitale et connaît un rapide essor économique. Elle comptera jusqu'à 300 000 habitants et plus de 300 mosquées. De nombreux autres sont construites dans toute l'île, mais il n'en subsiste aujourd'hui qu'un seul vestige, découvert dans le site archéologique de Segesta, à l'ouest de la Sicile. Quant à la population musulmane, elle est à l'époque très hétérogène. Ce sont des Berbères, des Kabyles. Ils viennent d'Al-Andalus, ils viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Nous ne sommes pas en présence d'une ethnie, d'un peuple, mais il y a quelque chose de très important, une identité collective religieuse. Ils sont unis dans la religion. La Sicile médiévale va s'enrichir de populations musulmanes, chrétiennes et juives venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie, qui s'arabisent rapidement. La petite ville de Cefalù au nord de la Sicile témoigne du développement que les échanges interculturels et le commerce avec le bassin méditerranéen vont offrir à la Sicile. Parmi toutes les techniques mises au point par les musulmans, celles qui concernent l'eau sont les plus remarquables. Lavoirs, thermes, canaux, aqueducs et systèmes d'irrigation sont encore visibles de nos jours. En un siècle et demi de domination, les dirigeants musulmans lancent un vaste plan agraire en développant la culture des agrumes et de nombreuses espèces de légumes. La canne à sucre, le papyrus, le coton, le henné et l'indigo y sont aussi cultivés. La Sicile devient un producteur et exportateur de soieries, turbans, robes, voiles, couvertures et de tapis. Les musulmans construisent de nombreux bâtiments, établissent une administration efficace et favorisent un développement équilibré du territoire entre villes et campagnes. Mais malgré le faste de cette période, des dissensions internes mettent fin à la domination musulmane et en 1091, la Sicile passe aux mains des Normands. La seconde période d'unité pour les musulmans a lieu sous la domination normande, lorsqu'ils retrouvent une identité dans cette société. Et ce sera la deuxième époque du monde musulman en Sicile. Un monde capable d'échanger avec les Normands, au point de marquer cette société par un dialogue interculturel dont ne sont pas exclus les Juifs, encore très nombreux à l'époque. Même sous domination normande, la Sicile continuera de bénéficier du savoir-faire des musulmans. Une tour de guet subsiste aujourd'hui sur le mur de l'ancienne ville de Palerme, au sein de la demeure du comte Federico. Elle témoigne de la maîtrise technique des musulmans de l'époque. Roger II ne ressemblait pas du tout à un Normand. Sa mère était italienne. Il était basané et très brun. Il n'avait rien d'un viking blond.
Il avait grandi en Sicile et parlait donc couramment le latin, le français, le grec et l'arabe, qui étaient les différentes langues officielles de son pays et de sa cour. Alessandra a découvert l'islam dans sa terre natale de Sicile à travers la musique et le chant sacré. Mais ce qui l'a d'abord frappé, ce sont les influences de l'arabe sur la langue sicilienne et sur les noms de lieux. Linguistiquement, de nombreux mots de la langue sicilienne que l'on appelle le dialecte sont en réalité d'origine arabe. Ce sont les mêmes. Quand une personne se sent très mal ou est très triste ou a de gros problèmes, en sicilien on dit meschino, en arabe on dit mesquine, et ça veut dire exactement la même chose. Ou bien les sacs de femmes en paille, les sacs très simples avec des anses s'appellent kofa en arabe, et on les appelle aussi kofa en sicilien. Il y a également beaucoup de termes liés au système de mesure de la terre, de noms de communes, comme par exemple Caltanissetta, qui vient de Calatnissa, ce qui signifie porte des femmes. Et beaucoup de villages ont ce préfixe. Tanti paesini in Sicilia hanno questo prefisso. L'élément arabe se retrouve dans de très nombreux aspects. Dans une certaine manière de ressentir les atmosphères, les perceptions, les émotions, et dans une certaine modalité du chant. Je parle aussi en tant que musicienne. Par exemple, le chant de tradition orale sicilienne se produit avec la même émission de voix qu'on utilise dans le monde arabe. Donc très guttural et avec une voix de tête. Et c'est un chant extrêmement riche, très structuré. C'est une ligne continue dans le temps. C'est un aspect très fort, très beau. Tout le monde n'en est pas conscient, mais en l'étudiant de l'intérieur, en étudiant la musique, cela devient un fait vraiment très évident. Il y a la même façon d'utiliser la voix, la même façon de porter la mélodie, la même façon de l'enrichir. Cela m'a beaucoup frappé, m'a poussé à étudier en Tunisie et à étudier l'instrument dont vous m'avez vu jouer tout à l'heure. Et cela a été la clé qui m'a permis d'entrer dans l'islam. J'ai commencé à étudier la musique sacrée et c'est ainsi que je suis parvenue à la mystique soufie. Mon entrée dans cette voie est justement due au fait que je suis sicilienne et que j'aime la musique. De modo que pudo hacer Federico II lo que no pudieron hacer todas las expediciones cruzadas anteriores. Dans cette paix qui est signée, Jérusalem est livrée à Frédéric II. Il obtint Jérusalem, Bethléem, Nazareth, les alentours de Saïda et aussi la forteresse de Tibnin, proche de Tyr. Seules les deux grandes mosquées vont rester au pouvoir des musulmans. La mosquée Al-Aqsa et la mosquée de Omar, ou mosquée du Rocher. La signature de ce traité, et ceci est une des choses qu'il nous intéresse de souligner, va être pacifique. On est arrivé à un accord. On a livré Jérusalem sans verser une seule goutte de sang. Il n'y a eu aucun conflit. On a établi un nouvel ordre politique dans cette zone du Moyen-Orient, ordre qui fut bénéfique aux deux personnages, bénéfique respectivement aux deux souverains. Les courants intransigeants des deux côtés, scandalisés, s'opposent fortement à ce traité. Le pape met l'église du Saint-Sépulcre en référé en y interdisant le pèlerinage même aux chrétiens. Simultanément, profitant de l'absence du roi, il encourage à l'invasion de la Sicile et y participe. Frédéric II revient en héros libérateur de Jérusalem et ne tarde pas à récupérer la Sicile et à reprendre en main l'organisation de l'Empire. En même temps, nous savons que Frédéric II, avant de partir en Orient, avait rédigé les questions siciliennes. C'était 5 questions posées aux savants tant d'Orient que d'Occident. Et quand il posa ces questions au calife almohade Al-Rachid, autour de l'an 1240 et quelques, les chroniques disent que l'empereur reçut des réponses des savants orientaux et nord-africains, mais qu'il ne fut pas satisfait de ces réponses.
Alors, il les fit remettre à une autre personne, par Al-Rachid, le calife almohade. Il avait été informé qu'à Ceuta vivait un jeune homme très versé dans toutes les sciences. Il lui remit alors ces questions. Ce jeune homme était Ibn Sabin, du village de Ricoté. Et les textes des questions et des réponses nous sont parvenus et furent publiés. Il s'agissait de questions réellement très difficiles sur la théologie, sur le legs d'Aristote et ses opinions sur l'éternité ou l'immortalité de l'âme et autres questions de ce type. Seul Ibn Sabin put donner des réponses satisfaisantes à l'empereur, ceci avant qu'il n'aille en Orient. Frédéric II se rend compte de l'énorme richesse qu'il y a dans le monde arabe dans les domaines de la pensée, de la science et de la technique, et il souhaite les assimiler. Ceci se manifeste non seulement au travers des questions siciliennes, mais aussi par le nombre important de personnes engagées dans de nombreuses traductions. Au temps de Frédéric II, le monde de langue arabe a traduit une grande partie des textes grecs mis à sa disposition. Dans le monde latin, on en est encore à l'assimilation des premières traductions et on en fait encore d'autres en philosophie, en astronomie, en médecine, etc. Donc Frédéric II est souvent le symbole d'une part d'un prince éclairé qui est lui-même curieux des sciences de la nature, mais c'est aussi le symbole de la rencontre des cultures. Bon, la Sicile, de ce point de vue-là, est évidemment un lieu historique de rencontre entre Byzance, entre la Grèce, le monde grec, le monde latin et le monde arabe. Sans oublier l'apport aussi des savants juifs qui ont souvent servi non seulement d'intermédiaires entre le monde arabe et le monde latin, puisqu'ils connaissaient souvent mieux la langue arabe que les latins, et puis eux-mêmes étaient versés dans les sciences, de vrais savants. Donc il est vrai que Frédéric II, notamment par sa domination sur la Sicile, a incarné d'une certaine manière cette rencontre fructueuse entre les diverses cultures et les curiosités qui étaient communes à ces cultures aussi. On trouve un bon exemple de l'importance de cette rencontre en la personne de Fibonacci, considéré comme le plus grand des mathématiciens médiévaux européens. Bien que Fibonacci vivait à Pise, il eut une relation personnelle avec l'empereur et collaborait avec plusieurs membres de sa cour. Jusqu'à l'époque des traductions, les mathématiques de l'Europe chrétienne parvenaient seulement à s'occuper de choses comme des méthodes pour compter sur les doigts, calculer la date de Pâques ou délimiter des terrains. Fibonacci étudia les mathématiques en Orient et de retour à Pise, il publia plusieurs œuvres d'un haut niveau de développement, tels que ses traités de géométrie et d'algèbre. Il diffusa et défendit l'utilisation de la numérotation indo-arabe que nous utilisons actuellement et l'abandon des lettres romaines et de la BAC. Dans d'autres matières aussi, apparaît le transfert de connaissances sur toute la frontière entre le monde chrétien et musulman, transfert spécialement intense dans des lieux comme Tolède ou la Sicile. En amenant les connaissances en Europe, un saut de niveau se produisit. Il ne s'agit pas d'un développement indépendant de la culture européenne avec des influences étrangères, mais d'une nouvelle étape, construite à partir du niveau atteint par les Arabes, qui se cristallisera dans la Renaissance. Les textes classiques déclenchent une tempête dans les universités d'Europe et la pensée chrétienne occidentale finira par s'helléniser. Avec les connaissances arrivent aussi les méthodes, les façons de réfléchir, comme la méthode démonstrative et l'attitude expérimentale. Naissent alors de nouvelles techniques artisanales, agricoles et de construction. On modifie l'alimentation, la santé, et on améliore la vie quotidienne des gens. Les nouvelles langues qui naissent dans ces territoires frontaliers s'enrichissent de façon notable de mots et d'expressions arabes. Sans nul doute, si nous pouvions remonter le cours du temps, nous verrions comment la culture arabe est enracinée dans nos gestes et dans notre manière de sentir,
ainsi que les cultures des peuples qui nous ont précédés. Elles constituent une partie profonde de notre être, spécialement dans les pays méditerranéens. Je crois qu'on doit en tenir compte, parce que cela met en évidence l'habileté de Frédéric II à s'adapter au monde islamique. C'est-à-dire qu'il sut mettre en accord le monde islamique et le monde occidental, expérience qui, en particulier aujourd'hui, nous donne beaucoup à réfléchir. Voici l'histoire de Frédéric II, un homme en avance sur son temps qui sut s'ouvrir au nouveau et aux apports des différentes cultures.